Si aujourd'hui l'Arabie Saoudite ne peut pas normaliser ses relations avec Israël, c'est parce qu'il y a la question palestinienne qui bloque. Tant que ce peuple n'a pas accès à son État, il est vraiment peu probable qu'on puisse sécuriser et stabiliser le Moyen-Orient. Chers amis du Dessous des cartes, voici une leçon de géopolitique, un grand entretien carte sur table pour éclairer l'actualité et aujourd'hui un zoom sur la région sans doute la plus chaotique du monde, le Moyen-Orient, qui a connu ces derniers mois des crises à répétition. La décomposition du Moyen-Orient, c'est justement le titre de votre dernier livre. Adel Bakawan, bienvenue. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'IFRI pour le programme Turquie-Moyen-Orient et directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa. Alors si vous le voulez bien, on va faire comme dans votre livre, c'est-à-dire découper notre entretien en 5 séquences, 5 espaces qui composent le Moyen-Orient. Premier espace, celui d'Israël. Vous dites que le 7 octobre 2023 a été un événement historique aussi important que ce que fut le 11 septembre 2001, avec des effets durables que nous n'avons pas fini d'enregistrer. Expliquez-nous. Pourquoi? Parce que depuis 1948, c'est la première fois une armée arabe, des combattants arabes, étatiques ou non étatiques, entrent dans le territoire israélien et massacrent, bien évidemment c'est un massacre collectif, 1200 Israéliens, ce qui n'est jamais arrivé depuis le Holocauste. Et donc à ce moment-là, c'est tout le symbolisme israélien en termes de sécurité, en termes de défense, qui tombe à l'échelle non seulement moyen-orientale, mais à l'échelle mondiale. Et ensuite, la riposte israélienne est aussi importante que la grandeur de l'événement. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas uniquement Hamas qui tombe à terre. Aujourd'hui, on est vraiment, selon les données factuelles qu'on dispose, 80-85% des infrastructures de Hamas détruites. Mais aussi, c'est l'ordre milicien iranien au Liban, en Syrie, au Yémen, voire même en Irak, qui est à terre. C'est la fin de l'axe de la résistance qui devait façonner le Moyen-Orient. Israël n'a jamais été aussi puissant depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui, mais seulement petit à petit, on arrive à se poser la question, est-ce qu'Israël est en mesure de profiter de cette puissance pour pouvoir imposer durablement son agenda? C'est vrai qu'on voit bien comment Netanyahou est passé d'une guerre qu'il nous vendait comme une guerre de représailles à une guerre aujourd'hui sans limite à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, sans oublier des frappes sur la Syrie, dont Israël occupe toujours le plateau du Golan, des frappes contre les Houthis du Yémen et surtout le renoncement à tout horizon d'instauration d'un État palestinien. Mais est-ce que selon vous, Netanyahou pourra aller jusqu'au bout de ses projets dès lors qu'on le sait, il peut être renversé politiquement et surtout, il semble perdre le soutien sans faille de Donald Trump? Benjamin Netanyahu, son gouvernement a un but. Le but final, c'est l'annexion totale non seulement de Gaza, mais aussi de la Cisjordanie, qu'il n'appelle pas Cisjordanie, n'est-ce pas? La Judée-Samarie. Et donc, l'objectif final, c'est cela. Seulement, cet objectif qui n'est pas atteignable, n'est pas rationnel, raisonnable. Aujourd'hui, même à l'intérieur de la société israélienne, des Israéliens qui refusent cet engagement dans cette guerre totale. Il y a les pays arabes, la pression des pays arabes, notamment les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar. Il y a la pression des pays de l'Union européenne. Et aussi, ça commence, la pression américaine sur Benjamin Netanyahu. Avec toutes ces pressions, il est peu probable que Benjamin Netanyahu puisse réaliser son objectif. Alors, après Israël, deuxième espace sur les 5 qui composent pour vous le Moyen-Orient, les pays arabes, et notamment ces monarchies du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis. Diriez-vous que ces pays, ces derniers mois, s'imposent vraiment comme des acteurs majeurs du monde qui vient? Et quelles sont les ambitions de ces pays pour le Moyen-Orient? Écoutez, l'Arabie Saoudite, d'une manière inconditionnelle, aujourd'hui et indiscutable, est le centre de gravité du Moyen-Orient, notamment du Moyen-Orient arabe. Autrement dit, dans cette reconfiguration du Moyen-Orient arabe, vous avez désormais un Mohammed Ben Salman qui remplace Jamal Abdel Nasser, mais bien évidemment avec des nuances, et une Arabie Saoudite qui remplace l'Égypte des années 60, autour desquelles on reconfigure l'espace arabe. Mohammed Ben Salman a parfaitement compris les mécanismes selon lesquels
Donald Trump fonctionne, à savoir la logique de business, n'est-ce pas, la logique de rentabilité. Oui, tout à fait. Mohamed Ben Salman a une grande influence. Ce n'est absolument pas pour rien que Donald Trump, qui refusait catégoriquement Ahmad Shara autant qu'acteur, non seulement il lève les sanctions, mais aussi il rencontre Ahmad Shara, n'est-ce pas? Depuis la rencontre entre Mohamed Ben Salman et Donald Trump, on est très très loin du discours et de la narration sur la révéra du Moyen-Orient, prendre la main des Américains sur la bande de Gaza, l'enfer déchaînera sur Gaza. On est très loin de là. Au contraire, on est dans un autre paradigme selon lequel Donald Trump met la pression sur Benjamin Netanyahu pour cesser cette guerre à Gaza. Troisième espace au sein de cette région en plein bouleversement, le Moyen-Orient, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Un pays que vous nous décrivez très bien comme fragile sur le plan intérieur, avec une crise économique, avec une crise politique, avec un Erdogan particulièrement contesté depuis qu'il a mis en prison le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, mais une Turquie qui demeure forte et influente sur le plan géopolitique. Dans quelle mesure, par exemple, selon vous, Erdogan a facilité la chute de la dictature Assad et la mise en place du nouveau régime? En dehors d'Israël, si on peut parler d'un gagnant, ce gagnant, après le 7 octobre, ne pourrait être que la Turquie. La Turquie se déploie en Syrie, au Liban, en Libye, en Irak, et même dans les pays du Golfe. La Turquie qui normalise ses relations avec l'Arabie Saoudite depuis l'épisode de Jamal Khashoggi, avec les Émirats. De la Turquie qui est considérée comme le protecteur, bien évidemment, du Qatar pendant le blocus. Oui, et la Turquie, bien évidemment, depuis la chute de Bachar al-Assad, est l'acteur gagnant, l'acteur dominant. Et cette domination turque a été intériorisée, acceptée et même légitimée par Donald Trump, n'est-ce pas, hein, qui n'est absolument pas opposé par une gestion turque de la Syrie. Donc oui, la Turquie a fortement participé à l'installation de la nouvelle Syrie, mais par contre, la Turquie n'a pas participé directement à la chute de Bachar al-Assad. Celui qui a préparé les conditions objectives de la chute de Bachar al-Assad. Et donc, l'axe de la résistance, c'est Israël. C'est Israël qui a détruit les Pasdaran, les Hezbollah, les organisations miliciennes en Syrie et qui a préparé ce terrain pour que l'allié stratégique d'Erdogan arrive au pouvoir, à savoir Ahmad al-Shara. Alors, quatrième espace central, bien sûr, au Moyen-Orient, l'Iran, dont vous rappelez dans le livre que c'est évidemment le rival historique de l'Empire ottoman, c'est-à-dire aujourd'hui de la Turquie, mais aussi, bien sûr, le rival d'Israël. Depuis 1979, on le sait, la République islamique d'Iran a juré la disparition d'Israël, a armé des milices pour déléguer sa guerre. C'est le Hezbollah au Liban, ce sont les Houthis au Yémen, ce sont ces milices chiites en Irak. Est-ce que l'on peut dire qu'Israël, depuis le 7 octobre, est vraiment en train de casser ce système iranien, mais que les États-Unis de Trump, eux, ne sont sans doute pas comme Israël dans une volonté de casser totalement l'Iran, mais de réussir peut-être à calmer le jeu pour faire de Téhéran un partenaire de business? Écoutez, Israël a parfaitement réussi à défaire l'ordre milicien iranien au Moyen-Orient. Bien évidemment, les 4 pays arabes qui étaient sous la domination de l'ordre milicien iranien. Dans les 4 pays, aujourd'hui, on voit très bien l'affaiblissement structurel de cet ordre milicien. Au-delà de ça aussi, même à l'intérieur de l'Iran, la République islamique d'Iran n'a jamais été aussi faible. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un grand mouvement de contestation trans-ethnique, trans-communautaire, à la fois balouches, perses, kurdes, turcomanes, qui contestent la République islamique d'Iran. Cette contestation ne vient pas de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur. Et aujourd'hui, nous avons l'impression que le régime islamique en Iran, sa négociation avec la République, avec les États-Unis d'Amérique, mais aussi avec la communauté internationale, concerne plutôt sa survie que les bombes atomiques. Autrement dit, ce qui est au cœur de la négociation, c'est comment obtenir des garanties de survie de ce régime-là, qui est là depuis à peu près 55 ans et qui arrive au bout de ses souffles. Est-ce que, par exemple, Israël pourrait profiter de cet affaiblissement systémique de l'Iran pour élaborer un accord qui permet, par exemple, l'intégration de l'Iran dans le nouveau Moyen-Orient
ou bien Israël unilatéralement va attaquer la République islamique d'Iran sans l'accord et la validation des États-Unis d'Amérique. Cela, personnellement, je pense, est peu probable et en fin de compte, Israël sera obligé d'accepter cet agenda américain de Donald Trump, à savoir trouver un accord pour intégrer un Iran faible, mais un Iran tout à fait acceptable dans ce nouveau Moyen-Orient. Et dans ce Moyen-Orient-là, comment voyez-vous l'avenir de la question palestinienne entre cet État israélien que vous décrivez comme très puissant, pour ne pas dire dans une sorte de fantasmagorie de toute puissance, et de l'autre cet Iran que vous nous décrivez comme très affaibli? Que peut devenir la question palestinienne? Écoutez, c'est une question très importante parce que ça détermine quand même malgré tout les rapports de force, les centres de gravité. Si aujourd'hui l'Arabie saoudite ne peut pas normaliser ses relations avec Israël, c'est parce qu'il y a la question palestinienne qui bloque. Ce peuple sans État, tant que ce peuple n'a pas accès à son État, il est vraiment peu probable qu'on puisse sécuriser et stabiliser le Moyen-Orient. Aujourd'hui, le gouvernement israélien ne propose aucune perspective pour la question palestinienne. La seule perspective que ce gouvernement de l'extrême droite propose, c'est que les Palestiniens ont un État déjà, c'est-à-dire la Jordanie. Ils peuvent s'installer en Jordanie. Seulement, cela est refusé par la communauté internationale, qui va organiser cette communauté internationale une conférence à New York. Dans cette conférence, la reconnaissance de la question palestinienne est fort probable, mais cela, bien évidemment, dépend aussi de l'autorité palestinienne. Les Palestiniens doivent apprendre et comprendre que leur avenir doit être sans Hamas, mais aussi sans Abbas, le chef de l'autorité palestinienne. Autrement dit, les Palestiniens doivent absolument trouver une représentation politique légitime, acceptée à la fois par les sociétés, les pays du Moyen-Orient et la communauté internationale. Enfin, dernier espace pour vous au Moyen-Orient, celui des Kurdes, divisé entre les espaces arabes, turcs et perses. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui sont les Kurdes, où ils sont géographiquement, et comment les bouleversements en cours au Moyen-Orient les impactent? Rapidement, les Kurdes, on les qualifie comme le grand peuple au Moyen-Orient qui n'a pas eu accès à l'État. Ces Kurdes sont divisés entre la Syrie, l'Irak, la Turquie et l'Iran. Aujourd'hui, nous avons 12 entités kurdes, une entité en Irak qui s'appelle le gouvernement régional du Kurdistan, reconnu officiellement par l'État irakien, et vous avez une autre entité en Syrie, dans le nord-est de la Syrie, qui n'est pas encore reconnue par une constitution syrienne, parce que tout simplement, la constitution définitive n'est pas encore à l'ordre du jour. Et vous avez aussi, bien évidemment, dans cet espace kurde, deux pôles. Un pôle géré par le Parti démocratique du Kurdistan de Massoud Barzani et un autre, le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, géré par Abdullah Öcalan, qui s'est lancé dans un processus de paix avec l'État turc. Le PKK qui était en guerre depuis 45 voire 50 ans contre l'État turc sur la base de la kurdicité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le premier pas du PKK, le projet initial, c'était un État kurde unifié sur l'ensemble du Kurdistan au Moyen-Orient pour instaurer la dictature du prolétariat. Le PKK rapidement abandonne ce projet pour la Confédération démocratique et récemment, depuis 2020, des années 2020, abandonne ce projet aussi pour la démocratie en Turquie. Sur cette base-là, la négociation est lancée et les deux côtés, c'est-à-dire Erdogan et Öcalan, sont dans ce processus de paix. Je pense personnellement l'avenir des Kurdes au Moyen-Orient pourra être inscrit dans une perspective relativement optimiste. Parce qu'ils vont avoir de très bonnes relations avec la Turquie, ils ont de très bonnes relations avec l'Irak, dans lequel ils ont une entité étatique, et surtout, ils ont de très bonnes relations avec l'administration de Donald Trump. Eh bien, c'est bien de terminer de temps en temps sur une note d'optimisme. Merci infiniment, Adel Bakawan, d'avoir été en ligne avec nous. Je renvoie bien sûr à votre dernier excellent ouvrage, La décomposition du Moyen-Orient, peut-être aussi la recomposition après cet entretien. Et c'est publié aux éditions Talendier. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Retrouvez comme toujours l'ensemble de nos vidéos sur arte.tv. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et abonnez-vous à notre newsletter. À bientôt.